Et là, il y a un comédien, je le regarde jouer, je me dis putain, c'est là que ça se passe pour moi, c'est pas derrière, c'est devant, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être comédien en fait, c'est ça que je veux faire. Ce comédien, c'était Frédéric Diffenthal. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS. Vous connaissez la série Demain nous appartient. Depuis 2 ans et demi, elle est tournée ici, à Sète. Nous y sommes dans les décors et justement devant le commissariat. Vous connaissez la série, mais connaissez-vous bien les comédiens de cette série? Aujourd'hui, nous allons rencontrer celui qui travaille là, au commissariat. Il est Martin Constant dans la série, mais dans la vraie vie, il s'appelle Franck Monsigny. Rencontre avec lui, suivez-moi. Salut Franck. Salut. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci de me recevoir. Première question, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la série, imaginons que quelqu'un a passé les 2 dernières années et demie là, à l'isolation complète et n'a pas vu la série, est-ce que tu pourrais présenter ton personnage ? Mon personnage est le commandant Martin Constant, c'est le chef de la police, voilà, très synthétiquement. C'est un personnage au passé trouble qui a démarré en étant suspect numéro 1 de la série, avant qu'il soit intégré en tant que commandant au commissariat. C'est un ancien légionnaire, ancien agent de la DGSE, et qui a eu principalement une histoire d'amour avec Ingrid Chauvin, qui incarne le personnage de Chloé. T'es là depuis le début de la série, à une semaine près. À une semaine près. À une semaine près, ouais. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure DNA ? Un casting. Ok. Alors là, le casting classique et avec la grande surprise de découvrir tout ça parce que c'était tellement secret, c'était tellement en préparation officieuse. Quand ça a démarré, tout a démarré très très vite et on a été propulsé dans un TGV qui roulait déjà, quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce personnage-là, au tout début ? Alors, il tombait très bien ce Martin Constant parce que jusqu'ici, j'avais plutôt abordé des personnages qui étaient un peu plus sensibles. C'était le gendre idéal, c'était le marié conduit, c'était le gentil garçon. Et là, le Martin Constant, il est arrivé avec un peu plus de rugosité, de relief. Mm-hmm. Et ça tombait parfaitement bien. J'avais envie d'explorer ces tiroirs-là de moi. Et bien justement, ces tiroirs-là de toi, est-ce qu'il y a des points communs entre Martin Constant et toi ? Ouais, il y a des points communs. Ça m'échappe parfois, mais j'ai une forme d'autorité naturelle dont je me suis rendu compte qu'elle était commune avec Martin. J'ai un côté assez constant aussi. Je suis plutôt quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Je suis assez réglo, mais j'aime bien pouvoir faire des écarts si ça le nécessite. Voilà, c'est des choses qui nous caractérisent. Ça fait maintenant plus de 2 ans que tu tournes ici, oui, à Sète. Est-ce que c'est un gros changement de vie pour toi en tant qu'homme, du coup, parce que tu te retrouves à passer une majeure partie de ton temps ici quand même ? Oui, je suis pensionnaire, quoi. Je rentre chez moi le week-end, en gros. Ah, tu rentres chez toi le week-end quand même. Oui, je rentre. Quoi qu'il arrive, je rentre le week-end. Okay. Et on est amené à tourner entre 1 et 5 jours par semaine. Okay. Donc le temps que ça nécessite, je suis à Sète. Et effectivement, j'ai dû composer avec mes habitudes familiales. Forcément. Est-ce qu'on a peur finalement quand on joue dans une série comme DNA comme ça, est-ce qu'on a peur du devenir de son personnage et finalement de son propre devenir ? Mais évidemment, ouais, évidemment. On a envie de. Les raisons qui nous amènent à rester sur ce genre de quotidienne, c'est l'apprentissage et l'amusement pour moi. Ok. L'apprentissage, je l'ai puisque tous les jours on a la chance de tourner beaucoup, donc on pratique beaucoup. Et l'amusement est défini aussi par effectivement l'évolution de notre personnage. Les auteurs ont quelque part la clé de notre épanouissement artistique. Voilà, donc oui, qu'est-ce que va devenir Martin ? Où est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'on va le laisser de côté ? Et tout ça, c'est les frayeurs qu'on a, évidemment. On parlait de Sète à l'instant. Tu la connaissais avant, cette ville ? Je connaissais pas Sète. Du tout ? Non. Et la région ? Non, c'est pas une bande côtière que j'avais l'habitude de fréquenter. De Paris ? Moi, je viens de Paris. J'ai de la famille sur le bassin d'Arcachon. Ok. Ma fille qui est du côté de Marseille. Ok. Mais non, Sète, tout ça, Narbonne, Montpellier, je connaissais pas. Ok. Maintenant, tu connais mieux la ville ? Ah putain, je connais bien maintenant. Ok. On a nos habitudes. On va parler de toi maintenant. Comment tu te décrirais toi en tant qu'artiste ? Pluridisciplinaire, j'ai pas forcément abordé le métier de comédien en voulant être comédien dès le plus jeune âge. J'ai rien envisagé dans ma vie jusqu'à l'âge de 25 ans. J'avais le dégoût très sûr, mais je savais pas ce que je voulais faire. Okay. Et je suis la génération militaire, j'ai fait l'armée. Okay. Et en sortant de l'armée, qui s'est très, très mal passé pour moi, j'ai revu un copain qui avait fait son armée qui m'a dit que c'était génial. Je suis comment ça a pu être génial ? Il m'a dit j'ai fait le cinéma des armées, le CPAD, le Fort d'Ivry, en région parisienne. Ok.
En fait, c'est une armée de l'audiovisuel. Donc il a appris à monter, à faire des films, à réaliser les métiers du son, de l'image, de la technique. Je suis putain, mais c'est super ça, j'ai Dans envie. l'armée ? Dans l'armée. Ça existe toujours, ça ? Ouais, absolument. D'accord. Je fais encore des voix pour eux d'ailleurs. D'accord. Tu sais, ils ont des images d'archives, il y a des reporters de guerre, tout ça, ce sont des militaires, mais des artistes. D'accord. Donc je rentre dans une école de cinéma, l'Écart à l'époque, et je me fais remarquer par mon prof de scénario qui me dit écoute, t'as l'air motivé, je vais t'emmener avec moi sur une série de courts-métrages produits par Arte, tu vas rien gagner mais tu vas beaucoup apprendre. Donc effectivement j'ai passé le balai, j'ai apporté les cafés, j'ai conduit les réals, et arrive le court-métrage de mon prof de scénar auquel j'assiste, et là il y a un comédien. Je le regarde jouer, je me dis putain, c'est là que ça se passe pour moi, c'est pas derrière, c'est devant, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être comédien en fait, c'est ça que je veux faire. Ce comédien c'était Frédéric Diffenthal, c'est très drôle. Énorme, que tu retrouves aujourd'hui sur que DNA. je retrouve là aujourd'hui, c'est touchant. Il se souvient très bien de ce court-métrage d'ailleurs. Donc je change de créneau, je rentre dans une école d'art dramatique, j'en fais même plusieurs, et mon souvenir le plus émouvant je trouve, c'était parce que j'ai commencé par l'association de Mathieu Kassovitz qui avait monté en fait une structure pour les jeunes de banlieue, parce que je viens de banlieue, qui s'appelait Connu Méconnu, et tous mes premiers potes de théâtre c'est tous les lascars qui sont sur le toit terrasse dans la Haine pour faire le barbecue. Ok. Tu vois un peu l'idée. Énorme. Donc c'était super, c'est vraie personnalité. Moi j'ai plutôt commencé par là, dans ce sens-là, avec ces mecs-là. Après je suis allé dans des cours un peu plus classiques et j'ai eu la chance de passer un casting dans le dos de mon professeur qui m'a amené à interpréter un premier rôle dans un Marivaux en 99 à Avignon, au Chien qui fume, aux côtés de Catherine Hubot, pensionnaire de la Comédie Française. Et à partir de là, ça a déroulé pendant 10 ans. J'ai fait des tournées de théâtre parce que le théâtre est plutôt venu dans ma vie avant l'image. Okay. J'ai fait énormément de courts-métrages. On va y revenir sur ça, sur les courts-métrages, enfin sur quelques-uns. Ça a été mon démarrage en tout cas. Ok. Là, tu viens de parler de toi en tant qu'artiste. Comment tu te décrirais en tant qu'homme ? En tant qu'homme, écoute, je suis un curieux, je suis un kiffeur, je suis toujours en mouvement. J'arrête pas d'essayer, toujours, j'ai une phrase en tête, il faut toujours avoir un but dans la vie, ne serait-ce que celui de s'améliorer soi-même, chaque jour. Donc j'essaye toujours, je suis heureux quand j'apprends, quand je vis, j'aime bien me nourrir de la vie, j'investis dans la vie moi, tu vois, donc j'aime bien, je suis un bouffeur de vie. C'est une belle philosophie. Tu disais donc tu as commencé principalement au théâtre. Moi j'ai noté l'un de tes premiers rôles dans un film au cinéma. Si je me trompe pas, c'était La fille sur le pont. Oui. Aux côtés de Daniel Auteuil. C'était parti d'un court-métrage et j'ai été ami avec Marie Lecomte. Ok. Donc la fille de Patrice, qui a pu me faire aborder Patrice Lecomte pour un petit rôle qu'il pressentait. J'ai passé mon casting, j'ai rencontré Patrice, il m'a pris et puis donc du coup j'ai passé un petit rôle de rêve aux côtés de Vanessa Paradis et Daniel Auteuil à l'époque. Ouais. Et au théâtre, j'ai noté que tu avais côtoyé des grands du théâtre à l'époque, notamment Marthe Marcadier. Oui. Ça c'était dans une pièce qui s'appelait Très à table. Marthe Marcadier, bah ouais. Et aussi Michel Galabru, ça c'était dans Les Rustres. Michel Galabru dans Les Rustres. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux immenses comédiens ? Ce sont des gens qui n'avaient de cesse d'enrichir les journées. Ce sont des gens brillants, ce sont des gens avec une expérience à l'époque en plus où je les ai rencontrés, ils avaient une carrière incroyable et j'ai beaucoup plus de souvenirs avec Michel Galabru parce que j'ai été son chauffeur, en plus d'être comédien, je le conduisais. En même temps ? En même temps. D'accord. Donc j'ai passé 9 mois sur les routes avec lui. Où tous les jours je mangeais au resto avec lui, je dormais dans les mêmes hôtels et j'ai appris à connaître le grand Michel Galabru et ça a été j'ai des punchlines de Michel Galabru, j'ai des souvenirs, je sais qui il est intrinsèquement, tu vois, il y a l'homme, il y a le comédien populaire et il y a l'homme, tu vois, et j'ai vraiment eu la chance d'avoir le temps de le connaître, quoi. C'est hallucinant parce que tout à l'heure tu disais la première chose quand je t'ai demandé de te décrire en tant que comédien, tu as dit je suis pluridisciplinaire. Alors là c'est vraiment pluridisciplinaire, même jusqu'à conduire, tu parlais tout à l'heure. Avec Marthe Mercadier j'étais administrateur de tournée par exemple. D'accord. En plus de jouer avec elle, quoi. T'es aussi dramaturge, t'écris aussi. Oui. En 2011, t'as écrit notamment une pièce qui s'appelait Sacré Mariage. Mais moi, je voudrais parler de la deuxième pièce que t'as écrite qui s'appelle Résistante. Et en gros, c'est une histoire vraie. Une histoire vraie qui raconte l'histoire de Liliane Armand, qui est une résistante qui, pour se cacher et fuir
en fait, la pression de cette époque-là, va se réfugier dans une maison close. C'est ça l'histoire? Absolument. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ça? On dînait entre amis, il y avait mon frangin et son meilleur ami. Et son meilleur ami, sa maman s'occupait de Liliane Armand. D'accord. Elle était âgée, elle l'aidait à faire ses courses. Et j'entends parler de celle qu'on appelait le Yoda de Bergerac. Ok. Parce que c'était une femme excessivement sage, avec, voilà, elle avait aussi des talents de voyance, bon, tu vois. Ok. Et cette femme commençait à m'intriguer dans la discussion. Et à un moment donné, l'anecdote de la maison close arrive. Et là, j'ai l'ampoule. J'ai dit putain, il faut que je la rencontre. Je sais pas ce que je vais faire de cette rencontre, mais il faut que je la rencontre. J'ai emprunté une caméra à un copain, j'ai pris ma bagnole, j'ai fait 600 bornes, j'ai demandé à me faire organiser un rendez-vous. Elle m'attendait, et comme toutes les vieilles dames, elle m'attendait sur sa chaise et elle avait qu'une envie, c'est de papoter. Ok. Et on a papoté pendant 2 heures. Mais ce qu'elle a dit, elle l'avait jamais dit avant, elle l'a jamais redit après. Elle m'a confié une sorte de testament que j'ai couché sur le papier. Cette histoire, c'est une vraie histoire parce qu'elle a eu l'occasion de faire émigrer une famille juive aux États-Unis. Elle a été dénoncée. Un ami l'a prévenu qu'une rafle était organisée pour elle et elle a juste eu le temps de quitter son domicile pour rentrer dans cette maison close, qu'elle ne savait pas être une maison close, se faire passer pour une prostituée avec l'aide du maquereau pour échapper aux nazis et réussir à se faire exfiltrer par la résistance. C'est des histoires extraordinaires. On en a plein des histoires comme ça. Mais j'ai eu la chance de l'entendre vraiment de celle qui l'a vécu, quoi. Et alors, où est-ce qu'on peut cette pièce aujourd'hui, John? Tu l'as beaucoup tournée. Cette pièce, elle a beaucoup tourné, elle a été nominée pour un prix, on a fait 2 Avignon, on a fait 1 an et demi de tournée. J'ai été approché pour que ça se transforme à l'image, mais c'est très compliqué le processus. Pourquoi? On va dire que c'est toujours en route, parce que y a du monde sur la corde à linge, quoi. Ok. Ouais. Des projets qui doivent se monter, il y en a beaucoup. Bien sûr. Et des projets on a la sensation. Parce qu'en fait, on a l'impression que ça va parler de la guerre. Mais c'est pas la guerre, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de femme, c'est une histoire d'amour, une histoire de tolérance. Mais ça, sur le papier, c'est pas évident à vendre. Si moi, je suis pas là pour en parler, on a souvent tendance à croire que ça va parler de choses un peu plus traditionnelles. Et du coup, au théâtre, on peut la retrouver encore. Il va y avoir des dates qui vont arriver. Pas pour l'instant. Non, ça y est, on a honoré tout ce qu'on avait vendu. Là, on fait un break. Moi, je suis sur DNA, c'est chronophage et ça me prend beaucoup de temps. Et de toute façon, j'ai envie de m'investir dans ce que je fais. Donc là, je suis sur DNA et pas sur autre chose, quoi. Avant DNA, il y en a eu pas mal, des séries, des rôles, notamment Falco. On peut en dire 2 mots? Tu avais un rôle important dans cette série. Falco, j'avais le rôle, c'était un peu shakespearien parce que c'était une triangulaire amoureuse avec Mathilde Lebrequier et Sagamore Stevenin. Sagamore Stevenin qui tombe dans le coma, qui se réveille 22 ans plus tard. Donc 22 ans plus tard, sa femme a retrouvé quelqu'un, moi. Et il se réveille, il veut récupérer sa famille, mais c'est pas si simple parce que les sentiments sont confus. Ma compagne, sa femme m'aime, mais elle l'aime encore, donc qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'était super, c'était une super aventure, c'était vraiment un premier gros apprentissage de série, accompagné par Alexandre Laurent qui a commencé là, qui fait le bazar de la charité pour TF1, mais qui était un de nos premiers réalisateurs sur Falco. Ouais. D'accord. C'était dense. J'imagine. Et ça l'est aussi sur DNA. Et ça l'est aussi sur DNA. On continue à parler pluridiscipline, parce qu'il y a autre chose, tu en as parlé, on l'a évoqué en début d'interview, c'est les courts-métrages. Oui. Les courts-métrages, il y en a un notamment qui s'appelle No Sense, alors qui est vraiment très court. C'est très très court. Très très court, mais il a une originalité ce court-métrage. Oui. Alors il a remporté des prix, notamment le Mobile Film Festival. Le Grand Prix. Le Grand Prix. Du Mobile, Tu peux nous en parler un peu de ce court-métrage? Déjà l'originalité, il est filmé avec un iPhone. C'était l'obligation de tourner avec un iPhone en 1 minute. Et ce qui était particulier, c'est que là, la thématique était imposée sur le changement climatique. J'avais envie de partager une expérience avec ma compagne qui est devenue ma femme, Magali Genoux, et je lui ai soumis une histoire. On sent que vous êtes proches, oui. Ouais, je lui ai soumis une histoire, celle qui est racontée dans No Sense et qui a rencontré un succès. Je ne m'attendais pas forcément. J'étais assez sûr de ce que je voulais raconter, mais je ne savais pas que ça allait toucher autant. En plus, on n'a pas cherché à le dialoguer comme ça internationalement. Tu vois, c'était facile, quoi. Et des courts-métrages, alors quand même, il faut que je dise, moi, je salue mon pote Olivier Château, parce qu'Olivier Château, j'ai dû en faire 20 ou 25 avec lui, quoi. C'est mon pote de toujours, c'est mon pote de 20 ans, avec lequel j'ai fait tous mes premiers courts-métrages, quoi. Tous ceux qui ont de la saveur, avec les régies à biscuits, et puis on s'amuse, on s'en fout, on fait du cinéma, quoi. T'as encore le temps d'en faire, là, des courts-métrages? J'aimerais beaucoup en refaire. Ouais. C'est un exercice que j'ai jamais lâché et je trouve que c'est très intéressant de condenser une histoire parce qu'aujourd'hui, si on a le temps, on a tendance à se perdre, à se noyer dans des infos. Les courts-métrages,
il faut aller droit au but. Et moi, j'aime l'efficacité d'un court-métrage. Et si voilà, l'annonce est lancée, si on veut me proposer des courts-métrages, moi je ne refuse jamais, c'est pas une question d'argent. Si l'histoire elle est bonne, j'y vais quoi. Donc allez-y, n'hésitez pas, vous passez par RTS, on fera passer le message, vous lui adressez sur les réseaux sociaux directement votre projet. Voilà. Autre chose qui n'a absolument rien à voir, on va regarder quelques images et on en parle après, tu vas me dire ce qui te lie à ça. Eh ben, faut le voir pour le croire. T'es bien sûr qu'à l'hôpital, c'est mon sang qui t'ont filé? Pourquoi on vient de lancer cet extrait? Parce que je suis la voix française de Miguel Ángel Muñoz. Et pour la petite anecdote mignonne et intime, vas-y. J'ai ma compagne, qui n'était pas ma femme à l'époque, elle est chez moi, je lui fais à dîner, et elle veut tester mon ouverture d'esprit musical et mon sens de l'humour. Elle adore Miguel Ángel Muñoz. Okay. Elle l'écoute vraiment. Okay. Et elle se dit, je vais lui balancer le morceau, comme ça, genre on s'ambiance. Comment il va réagir? Je suis là en train de faire ma popote, elle me balance le morceau, elle fait « Tu aimes ?» Et je dis « Ah oui, non mais j'adore. » Puis en plus je suis sa voix française. Et là, énorme. Et là, j'aurais pu faire ma demande à ce moment-là, tellement ça a été ça a été un moment choubidou entre nous. C'est excellent. C'est très très drôle, très très drôle. Tu l'as rencontré lui en personne ou pas? J'ai failli parce qu'il a fait Dals, il a fait Danse avec les stars, et c'est un ami qui s'occupait de le gérer à Paris. Mais le planning n'était pas facile, donc j'ai pas réussi. Dals, pas mal de comédiens de Demain nous appartient qui se retrouvent dans Danse avec les stars, c'est quelque chose qui te dirait? Manifestement, c'est la deuxième année. Je me demande si chaque année ils vont prendre des candidats de DNA. La danse, moi j'ai un affect avec la danse. Ça m'est arrivé aussi de danser dans des spectacles pour enfants. Donc j'aime beaucoup la danse. L'exercice de la danse m'impressionne et me fascine. Moi, quand Clément a été le candidat, j'y suis allé et vraiment... Je me sentais en osmose avec lui, je vivais le truc par procuration, et si on me le proposait, j'y réfléchirais à 2 fois. Je ne sais pas si je suis le candidat idéal, mais en tout cas, par amour de la danse, ça vaut le coup d'y penser, quoi. Aujourd'hui, t'as quand même le temps de te promener un petit peu dans Sète. Oui. T'en penses quoi de cette ville? J'aime beaucoup parce que Sète est toujours un personnage de DNA, et du coup Sète nous le rend, si tu veux, et les Sétois sont détendus vis-à-vis de nous, ils nous adorent, mais ils nous sautent pas dessus. On me salue commandant dans la rue, je vais au Hall et je vais acheter ma tielle, on va au Boucanier, on est copains avec Dédé. C'est un village famille, quoi. Ils vous ont adopté, les Sétois? Ils nous ont adoptés complètement. Ils ont une retenue élégante, mais une vraie approche bienveillante et toujours beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De toujours apprendre, de m'amuser, et pas forcément d'aller vite, mais d'aller loin. Et ben on te le souhaite. Merci beaucoup d'être passé nous voir. À très bientôt. Chin.